le clap. Jean-Pierre Sergent, Nicolas Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Nicolas. Voilà, donc on va passer quelques minutes ensemble, même plus que des minutes, pour évoquer ta trajectoire, on pourrait dire d'artiste franco-américain. Oui. Et je voudrais commencer par une petite anecdote. Ça faisait longtemps que je voulais présenter le travail de Jean-Pierre Sergent, un travail qui m'est particulièrement cher, parce que quand je suis arrivé il y a 12 ans en Franche-Comté, j'ai découvert ton travail et j'ai découvert aussi sa richesse. Quand je dis sa richesse, ce n'est pas une flatterie, Jean-Pierre, c'est simplement parce que pour moi, elle faisait écho à des recherches qui m'étaient personnelles sur la circulation des images qui m'intéressent, savoir finalement ce qu'une histoire de l'art assez savante a appelé la migration des symboles. Comment finalement, dans des civilisations qui n'ont rien à voir, ni dans le temps, ni dans les pratiques, on retrouve des formes, des rituels qui se répondent. Tu ne seras pas étonné, Jean-Pierre, si je te dis que moi, j'ai été formé à l'école de Warburg et à l'école de Georges Didier Huberman, où justement il y a cette grande circulation des images et cette idée de résonance. Et pour commencer immédiatement dans cette circulation, ce voyage, et j'allais même dire dans cette danse des images entre elles, et je reviendrai sur cette question de la danse, et notamment bien sûr en pensant à la danse cosmique, je voudrais te faire réagir d'une façon assez peut-être informelle, en tous les cas détendue, et avec beaucoup de sympathie, autour de 4 œuvres un peu majeures que nous avons sélectionnées, et peut-être pour commencer, te faire réagir sur cette œuvre, La tristesse du roi de Matisse, qui est un grand papier découpé qu'on trouve au Musée national d'art moderne, et que tu puisses nous en parler. Pourquoi, finalement, au début, ou peut-être pendant ta carrière d'artiste, cette œuvre t'a particulièrement touché? Oui, mais il se trouve que tout mon travail est fait de stencils, c'est-à-dire de pochoirs. Ce sont aussi des papiers découpés quelque part, puisque chaque fois que j'imprime une image, elle est en jaune, soit bleu, soit violette. Et c'est très proche de ce que je fais avec la technique sérigraphique. Mais j'ai compris ça a posteriori, vraiment. Je me suis dit, après avoir travaillé plusieurs années avec le médium de la sérigraphie, je me suis rendu compte que je m'approchais de Matisse. Et aussi, c'est une œuvre qu'il a réalisée à la fin de sa vie. Il était assez handicapé, il travaillait dans son hôtel à Nice avec ses assistants. Et ses assistants peignaient le bleu, ils découpaient comme ça les formes. Et c'est d'une simplicité incroyable, d'une spiritualité incroyable et d'un exotisme incroyable. Et donc tout est là dans mon travail également. C'est un peu ce que je cherche, la simplicité, l'exotisme, entre guillemets, et la spiritualité, la beauté. Et puis ce qu'on voit très bien aussi dans cette tristesse du roi, c'est bien sûr, tu parles d'exotisme, par les papiers découpés qui rappellent le voyage à Tahiti de Matisse, cette façon dont il va se coltiner avec une autre forme de culture, et puis aussi cette façon de pouvoir travailler sur un très grand format alors qu'il est dans une situation physique assez, même si le terme n'est pas très beau, assez diminuée. Et pourquoi je fais cette remarque? Parce que ça aura un lien avec lorsque tu vas découvrir la grande peinture américaine, où justement on a un discours d'une peinture qui serait particulièrement virile et particulièrement une peinture de la dextérité, mais de la dextérité, de la force presque physique. Et c'est pour ça que c'est très touchant, parce qu'on est sur des formats de la peinture américaine, de l'expressionnisme abstrait américain, mais avec un autre protocole, un protocole qui montre bien que la force de la peinture, ce n'est pas lié ni à la force virile, ni à la force, on pourrait dire en quelque sorte, physique. L'autre image sur laquelle j'aimerais te faire peut-être réagir, parce qu'elle est importante et qui peut-être nous aiderait à comprendre comment tu vas découvrir la peinture américaine, c'est peut-être cette image de Rothko, dont je te laisse finalement offrir un commentaire. Oui, en fait, j'habitais à l'époque dans ma ferme dans le Haut-Doubs et j'élevais des chevaux. Donc j'avais fait les Beaux-Arts à Besançon, mais j'avais aucune connaissance des peintres américains. Et il se trouve que j'ai acheté le livre Le Ravissement de l'Olivier Stein, qui avait en couverture cette peinture de Rothko. Et pour moi, c'était vraiment comme une espèce de révélation, c'est-à-dire que c'est une porte qui s'est ouverte sur autre chose
je ne connaissais pas. On peut parler du mysticisme, d'énergie cosmique ou de poésie pure. Ce rouge est d'une sensualité incroyable. On voit peut-être masculin, féminin, neutre. On sent ces énergies que je découvrirai par la suite avec l'art indien d'Inde, hindou. Je pense que c'est un niveau spirituel assez élevé. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'entrer dans une démarche autre que celle uniquement de l'art plastique. Et alors, ce qui est intéressant avec Mark Rothko, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette abstraction, mais lui-même ne se considérait pas comme un peintre abstrait. Et oui, justement, oui. Il parlait de la réalité. Il utilise tout le temps la réalité de l'artiste et non pas le réalisme, qui n'est pas tout à fait la même chose, tout simplement parce qu'il ouvrait sur un espace qui est un espace métaphysique. Voilà. Oui, et je crois que cet espace métaphysique résume d'une certaine manière, en tous les cas, une grande partie de ton travail. Oui. Oui, c'est une toile. Et j'ai eu la chance, bien sûr, en étant à New York, de voir une grande rétrospective au Whitney Museum. C'était fabuleux. Mais bon, après, c'est comme tous les maîtres, il faut s'en détacher un jour ou l'autre. Voilà, il faut les laisser partir. Alors, pour continuer dans cette introduction iconographique, d'une certaine manière, qui nous invite à découvrir l'univers, dans tous les cas les racines de l'univers de Jean-Pierre Sergent, je crois qu'on peut parler d'un très beau tableau, assez complexe d'ailleurs, de Frida Kahlo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce tableau, ce que tu y vois, ce que tu y as trouvé et quand l'as-tu découvert et comment? Frida Kahlo, j'ai découverte à New York et bien sûr, après en voyageant au Mexique, j'ai compris ce dont elle voulait nous parler, de toutes ces énergies des cultures précolombiennes. On voit là la pyramide, c'est peut-être Teotihuacan ou je ne sais pas quelle autre pyramide. Et bon, c'est un tableau un peu manichéen, parce que d'un côté, elle met toute la culture aztèque, maya, olmèque, toute la cuisine aussi, la cuisine est importante, et tout le côté sombre des États-Unis avec les industries, les fumées, la machinisation, l'industrialisation. Donc elle met d'un côté la joie de vivre et la stupidité de notre monde industrialisé. Et elle est au milieu avec son drapeau mexicain. Elle est un peu petite comme ça dans ce grand décor et ça me rend énormément triste parce que c'est une réalité qu'on connaît de plus en plus chaque jour, que notre monde s'effondre à cause de l'industrialisation du monde et toutes ces cultures disparaissent petit à petit devant nos yeux. Et donc c'est un acte de rébellion qu'elle prouve par cette belle peinture. Ce n'est pas ma peinture favorite d'elle, disons, mais je trouve qu'elle est politiquement très engagée et elle me fait du bien. Ouais. Et puis aussi parce qu'il y a autre chose, on ne le voit peut-être pas à l'écran, mais il y a écrit Ford sur des cheminées d'usine. Elle montre aussi dans cette peinture le fait que tout ne peut pas être lié à une forme de rationalisation de la production. Et je crois que les œuvres que tu réalises depuis montrent bien qu'il n'y a pas cette hyper-rationalisation. Au contraire, il reste, même si je sais par ailleurs que tu n'aimes pas beaucoup le terme de magique, il reste encore une part de magie, ou en tous les cas de métaphysique, et surtout le droit à une forme d'incohérence, et notamment une incohérence dans une structure, parce que tes œuvres sont toujours très, très structurées. Mais c'est un tableau très touchant, peut-être un peu manichéen, mais très touchant, justement dans cette opposition entre hyper-rationalisation et finalement la poésie de l'incohérence. Oui. Et pour parachever cette brève introduction sur des images qui pourraient se télescoper dans ton univers, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de ce cavalier. Oui, c'est l'entrée dans une ville. Ce beau tableau est au musée d'Ottawa et j'ai toujours dit que c'est la plus belle peinture du monde. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un peu christique. On peut dire que c'est l'apogée de la peinture du Moyen-Âge, quelque part. Il y a comme une espèce de victoire sur quelque chose. Peut-être victoire sur la mort, victoire sur l'ennemi. Et les couleurs sont vraiment splendides, les roses et les rouges sont vraiment splendides. C'est un tout petit tableau comme ça, grand comme ça. Et j'ai toujours été, chaque fois que je vais à Ottawa, je vais voir ce tableau. Et il me remplit plus que la Joconde par ailleurs, il me remplit d'énergie. Et comme toujours chez toi, il y a cette ambiguïté, parce que est-ce une entrée, est-ce une sortie
dans Jérusalem, Oui. et finalement, est-ce une entrée ou une sortie dans ce qu'a pu être la médiévalité? Donc ce tableau Oui. le résume avec à la fois toutes les espérances qu'on pourrait avoir sur la Renaissance et aussi tous les doutes qu'on Oui. peut avoir sur cette C'est à période. la fois un bonjour et un au revoir, mais c'est aussi très sexuel parce que le cheval est un symbole très phallique, très sexuel. C'est comme l'homme qui sortirait d'une chambre après avoir fait l'amour, quoi, entre guillemets. Voilà, je pense à ça. Oui. Oui, il y a quelque chose de triomphe Oui. de la sortie. Quelque chose, j'ai triomphé de quelque chose et peut-être aussi d'un désir. Voilà. C'est très perceptible dans une peinture qui est quand même assez sévère, notamment dans la construction, on va dire, architecturale et géométrique. Donc ces 4 peintures nous permettent de mieux comprendre un peu ta façon de circuler dans les images. Alors, si j'avais tant envie de t'inviter au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon pour une présentation, c'était par rapport à une installation particulière qui s'appelle Les 4 piliers du ciel, qui est présentée au musée depuis septembre 2019. On a même fêté symboliquement les 1 an de la réouverture du musée autour de cette grande installation qui s'appelle Les 4 piliers du ciel. Et j'aimerais tout simplement que tu nous décrives un peu en quoi elle consiste. Et puis, peut-être, je te dirai pourquoi j'ai été si séduit par ce sujet d'une part, et aussi par cette installation. Oui, en fait, tu m'as proposé ce bel espace dans les escaliers. Et bon, on a dû faire front à beaucoup de problèmes techniques. C'était compliqué d'installer ça. Les techniciens ont vraiment bossé comme des pros. Tout s'est bien passé. Et pour moi, j'ai ce rapport à l'architecture qui est très ambigu. C'est-à-dire que quelque part, je le dis dans mes textes, je pense que l'architecture a tué la peinture parce qu'elle l'a enfermée dans une espèce de peinture-fenêtre. C'est-à-dire que tous les tableaux que les artistes ont créés depuis la Renaissance sont faits pour être installés dans des architectures. Et moi, ce qui me passionne, c'est l'art qui est fait dans les tipis, dans les choses nomadiques, qu'on peut trimballer avec soi, qu'on peut faire des prières avec, tu vois, comme les rouleaux tibétains. Et donc, d'installer ça, c'est 72 peintures qui sont mises ensemble, les 4 piliers, ce qu'on appelle les 4 piliers du ciel, parce que je pensais que ça sert à la fois ma peinture doit être une construction quelque part. Ça doit être construit comme une architecture, et pour tenir le ciel, pour tenir un peu notre spiritualité qui dérape à tout moment. Et donc j'ai mis toutes ces peintures en caisse, et c'est une idée que j'ai eue à New York, de faire un travail très modulable, qui puisse se démonter, remonter facilement. Aujourd'hui, cette installation est à Besançon. J'espère qu'un autre jour, elle sera à Berlin ou dans un autre musée. J'aime que les choses circulent et ça se passe très bien avec le musée. J'espère que le public en est content. Oui. En tous les cas, ce qu'on peut dire de cette installation, c'est qu'elle oscille constamment au niveau de sa forme, en tous les cas, entre l'iconostase. J'en avais parlé dans un texte qui va être publié dans le catalogue qu'on fera, parce que ça, on y tient beaucoup à ce qu'il y ait ce catalogue sur les 4 piliers du ciel, donc l'iconostase qui est une façon de séparer l'espace profane de l'espace sacré dans l'Église orthodoxe, et puis finalement une redécouverte, ou en tous les cas un réemploi ou une réinterprétation du système du retable, le retable aussi qui est plutôt finalement non pas des panneaux qu'on module ensemble, encore que ça c'est présent dans ton installation, mais n'oublions pas l'étymologie du retable, c'est-à-dire c'est un pli, c'est peut-être qu'on pourrait imaginer cette grande installation comme un grand tissu sacré qu'on plie et qu'on déplie le long des murs. Et donc c'est aussi ce qui nous avait particulièrement intéressé. Et tu dis dans le script qui nous sert à cet entretien, j'aime beaucoup cette idée parce qu'au départ, quand je regardais ton travail, je pensais qu'il y avait cette adéquation de ton travail avec l'architecture, notamment parce que tu choisis un format, on y reviendra peut-être, le format carré, qui est particulièrement rassurant d'une certaine manière, qui renvoie aussi longtemps à une façon à la fois de représenter le monde et à la fois de représenter le plan d'architecte. Mais tu dis, je suis aussi impressionné par la peinture avant l'arrivée de l'architecture. Et cette phrase, qui pour simple, m'a aidé, en tous les cas pour moi, à mieux circuler dans la façon dont tu faisais
dialoguer les différentes images. Et c'est une des qualités, il me semble, de cette grande installation, les 4 piliers du ciel. Moi, j'aurais une question sur les 4 piliers du ciel. Donc, on a des formats, tous les mêmes, on a des images qui sont assez hétérogènes, et pourtant, lorsqu'on regarde l'installation globalement, on a cette impression, je ne vais pas dire d'harmonie, ça ne serait pas exactement le terme, mais en tous les cas, de grande homogénéité. D'une part, parce qu'il y a plusieurs panneaux de grande dimension, qu'on est englobé aussi, on est pris dans un environnement, ce n'est pas tout à fait impénétrable, mais en tous les cas, on est pris dans un environnement. Je voudrais savoir comment tu choisis d'une certaine manière les images, et est-ce que les images qui sont accrochées les unes à côté des autres, est-ce qu'elles dialoguent ou est-ce qu'il y a une part de hasard entre des images extrêmement liées à certaines cultures qui peuvent être assyriennes, incas et autres, grecques même, et puis d'autres images qui viennent en revanche de la culture populaire. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu organises d'une certaine manière, non pas ce chaos, mais en tous les cas cette danse des images entre elles. Oui, tu as raison, c'est une danse, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question a priori de savoir quelle image je vais mettre avec une autre, et surtout que dans mes plexiglas, il y a 3 couches superposées. Donc j'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner à la fin. Je travaille à l'envers aussi. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec mon inconscient. C'est un peu un bien grand mot, de ne pas savoir ce que je fais. C'est-à-dire je ne vais pas vers quelque chose que je connais, je vais vers quelque chose que je ne connais pas. Et c'est ce qui donne la force. Bon, c'est un peu différent sur les travaux sur papier qu'on voit derrière nous, mais dans les plexiglas, c'est vraiment, chaque fois, c'est une découverte. Je ne prévois pas du tout ce qui se passera, et ni pour les couleurs, donc c'est ce qui m'intéresse de travailler dans cette fluidité. Vraiment, la fluidité est vraiment essentielle dans mon travail. On peut dire que c'est un voyage initiatique et chamanique. Et j'essaie de travailler sans tabou, sans morale. Si une image m'interpelle, je la mets dans mon ordinateur et j'ai une banque de données d'une centaine, peut-être 1 millier ou 2 milliers d'images, ou peut-être plus. Et donc, quand je travaille, elles apparaissent comme ça. Elles sont en moi, voilà. C'est un peu comme quand on va travailler pour se promener dans la nature. Les choses nous viennent à nous et puis après on les utilise. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça pourrait paraître stressant pour l'artiste de ne pas savoir, de ne pas connaître le résultat. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu dis sur cette installation, parce que c'est une installation, les 4 piliers du ciel, c'est le rapport au décoratif. Il y a un rapport au décoratif, et ça, je pense que c'est une des qualités et une des originalités de ton travail, c'est que ta génération et celle d'après ont été en tous les cas souvent dans les cursus académiques ou en tous les cas dans le milieu de l'art contemporain extrêmement, on ne va pas dire mis en garde, mais en tous les cas extrêmement dubitatif vis-à-vis du décoratif. Or toi, j'ai l'impression que tu assumes cet aspect du décoratif, peut-être aussi parce qu'il vient contrarier l'architecture. Alors j'aurais voulu savoir si tu avais une position, puisque c'est des questions qui avaient été posées dans les années 80, à la fin des années 80-90 notamment, à travers un historien d'art, un historien du goût d'une certaine manière, qui s'appelle Jacques Soulilou, qui avait fait d'ailleurs un ouvrage extrêmement important sur le décoratif, où justement il était question d'un petit peu rompre entre l'ornement, le décoratif et finalement l'architecture. Quand je dis rompre, c'est-à-dire d'arrêter des clivages peut-être stériles, mais si j'avais une question pour résumer très brièvement, ça serait quelle différence ferais-tu entre le décoratif et finalement l'ornemental? Pour moi, rien n'est décoratif. Ouais, vraiment rien. C'est une immense mystification. Il y a certains artistes contemporains qui travaillent sur la décoration. On pourrait citer Jeff Koons comme ça. Bon. Mais quand j'utilise un pattern, ce qu'on appelle un motif, je prends toujours ça chez les tribus amérindiennes ou océaniennes, et pour eux, c'est une signification. C'est toujours une signification génétique, c'est-à-dire le père, la mère. Moi, je ne la connais pas, cette signification, mais eux la connaissaient. Donc, c'est pour essayer de récupérer quelque chose qui a eu du sens dans une certaine époque, pour certaines personnes. La gratuité n'existe pas dans la nature, et chez ces peuples encore moins.
tous les les tatouages qui se font sur le corps ont tous une signification sociale. Donc pour moi, si les gens pensent que mon travail est décoratif, oui, parce que ça fait penser à la décoration, mais ça n'en est pas. Pour moi, tout est signifiant. Bon, même si j'ai perdu la signification, je sais que ce chaman savait pourquoi il utilisait des triangles comme ça, ou le vide métaphysique dans la pensée hindoue. Oui, tout est signifiant, vraiment. Ouais. Donc ça irait autour de l'idée que finalement, je suis d'accord avec toi bien sûr, que ça ne serait pas un travail décoratif, en revanche, qui pourrait quand même avoir une sens d'ornementation et d'ornemental, puisque dans la définition, et c'est la différence entre le décoratif et finalement l'ornement est finalement la version dont on a perdu une signification, mais la version d'un rituel. Voilà, oui, tout à fait, ça représente un rituel. Voilà. Mais dont on a perdu, et c'est ce que tu dis finalement, oui. en tous les cas, une partie de sa signification, mais on sent que ce rituel a été présent. C'est pour ça, moi j'aime bien cette idée d'ornementation ou d'ornement comme quelque chose, comme une parure qu'on pourrait utiliser, mais on ne sait pas encore à quoi, et on ne sait pas surtout à quoi elle avait été utilisée. On ne sait pas toujours à quoi elle avait été utilisée. Et ça, je trouve que c'est un aspect qui, d'une certaine manière, est constamment en présence dans ton travail, de même qu'un autre aspect, et peut-être sur cette partie du 4 piliers du monde, du ciel, pardon, on pourrait conclure là-dessus, sur ce que tu as appelé, d'une manière assez belle, assez érudite aussi, l'axis spiritualis, et notamment l'axis spiritualiste directionnel. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et peut-être que ça nous renverrait à cette question de piliers. Oui, l'axis mundi, en fait, dans chaque ancienne tribu, pour eux, il y avait toujours un centre du monde, avec les 4 directions. Et qu'on aille chez les Navarros, les Sioux, tous les Amérindiens, même en Inde, partout. Par exemple, les temples sont toujours orientés nord, sud, est, ouest. Il y a toujours une orientation cosmique, si tu veux. C'est-à-dire que cet axe directionnel nous permet de passer de notre état d'être humain limité aux inframondes chez les Mayas ou au monde céleste. Bon, il y avait 4-5 inframondes chez les Mayas et 12 étapes célestes. Et donc, cette notion de pilier du ciel, c'est un peu ça. C'est le lieu de passage. Boum, on est là et soudain, on est ailleurs. Et ça, c'est fascinant. On en parlera plus tard. C'est ce qui se passe dans les transes chamaniques. C'est vraiment le lieu, oui, l'axis mundi, et il faut passer par là. Et c'est comme la révélation. Moi, j'ai eu la chance de voyager en Égypte. Dans une cellule de prêtre, j'ai eu une révélation. Je suis vraiment passé d'un état d'humain tout con à un état cosmique. C'est un changement d'état, une métamorphose. Et peut-être pour conclure sur la première partie de cet entretien, est-ce que tu pourrais revenir sur un mot que tu utilises de temps en temps et que tu as noté d'ailleurs, quand tu dis le tableau objet m'emmerde. Alors le terme est un peu trivial, mais peu importe, il a une valeur en soi. Et plutôt, peut-être conclure sur cette première partie, qu'est-ce que tu veux dire assassiner le tableau, puisque c'est une expression que tu utilises? Oui, parce que notre imaginaire collectif d'Européens est rempli d'images qu'on voit dans les musées. Or, ces images n'ont plus aucune énergie, pour moi. Et ce qui m'intéresse, c'est l'énergie pure, la sexualité, la mort, les autres mondes. Et quand on compare, je sais qu'il ne faut pas comparer les choses, mais une statue Coatlicue aztèque, on sent cette énergie, on est pris devant la violence de la vie. Et on parlera après d'Artaud, c'est ce que Artaud a très bien compris, que l'art contemporain ou l'art européen avait fait fausse route. Moi, c'est ce que je pense. J'ai plus tellement de plaisir à avoir une peinture. Mais c'est parce que je suis allé ailleurs. Après, on ne peut pas... Chacun a ses goûts, chacun a ses plaisirs. Voilà. Je suis plus à l'aise devant une toile de Pollock ou devant un masque chamanique que devant une peinture européenne. Et est-ce que tu es plus à l'aise parce que selon toi, devant une toile de Pollock ou un masque chamanique,
il y a un rapport différent au récit ou à l'histoire? Non, au corps. C'est notre Je pense raison. au corps. Au corps. Il y a cette dimension cosmique chez le travail dans les œuvres de Pollock qui est assez fascinant. Oui.